Son influence patauge à l'étranger alors que la partie du monde qu'elle tenait autrefois dans sa poigne de fer tourne le dos à la nation autrefois puissante. De plus en plus isolé sur la scène mondiale, l'Occident ne fait que se renforcer. Son expédition militaire dans un pays voisin a mal tourné, prouvant au monde que l'armée de la superpuissance autrefois redoutée est une force largement creuse, mal dirigée et mal entraînée. Aujourd'hui, des milliers de victimes et encore plus d'anciens combattants blessés s'ajoutent aux voix croissantes de la dissidence de l'intérieur. Mais ce n'est pas la Russie d'aujourd'hui, l'Union soviétique en 1999, 2 ans seulement avant son effondrement officiel. La question est de savoir si la Russie moderne s'effondrera comme l'a fait son prédécesseur et que faudrait-il faire pour faire effondrer cette nation autrefois puissante. La question de l'effondrement est une question difficile et délicate à aborder par rapport à la Russie. Il est presque impossible que l'État russe se dissolve simplement, car bien qu'il y ait des régions qui feraient une offre d'indépendance si elles en avaient l'occasion, la cohésion interne est forte parmi la plupart des républiques qui sont restées en Russie après la fin de la guerre froide. Un effondrement de la Russie est donc plus susceptible de signifier un crash économique important, ainsi que la fin du régime de Poutine et de tout éventuel successeur qu'il pourrait nommer. Mais comment y arriver? Pour les Russes, un éventuel effondrement est bien plus terriblement proche que les médias d'État ne le laisseraient jamais l'être connu. Premièrement, la guerre en Ukraine va être le principal catalyseur de tout éventuel effondrement du régime russe actuel. Dans les années 80, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique a conduit à un bourbier d'une décennie qui a aspiré les ressources et les hommes. Contrairement aux États-Unis, dans ses propres folies au Moyen-Orient, l'Union soviétique n'a pas bénéficié de poches incroyablement profondes et de pays partenaires pour financer et soutenir l'aventurisme militaire raté pendant des années. Aujourd'hui, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ressemble de plus en plus à un autre Afghanistan soviétique, mais en bien pire. Lors de l'invasion soviétique, les États-Unis ont aidé à fournir une formation et des armes légères aux combattants moudjahidines, repoussant les troupes soviétiques. Cela a abouti à une impasse où les soviétiques contrôlaient les villes tandis que les moudjahidines contrôlaient la campagne. Mais il y avait plusieurs différences fondamentales entre les moudjahidines afghans et l'Ukraine moderne. La première est que l'Ukraine disposait déjà d'une armée nationale organisée de style occidental lorsque la guerre avait commencé en février 2022. En comparaison, les moudjahidines étaient une force asymétrique et décentralisée qui était en grande partie impossible à coordonner alors qu'elle avait ses atouts pour combattre l'Union soviétique supérieure. Machine de guerre, la capacité de l'Ukraine à déployer une armée professionnelle lui permet de mener une campagne nationale coordonnée qui a réussi jusqu'à présent à ralentir, voire à arrêter l'offensive russe. C'est précisément parce que l'Ukraine dispose d'une armée professionnelle qu'une assistante en armes lourdes peut être fournie à ses forces armées, ce qui aurait été impossible ou peu pratique en Afghanistan. Au début de la guerre, on craignait que la supériorité militaire russe submerge rapidement les défenses ukrainiennes. Cela aurait rendu la fourniture au pays d'armes militaires modernes un acte futile, car elle serait simplement rendue ou détruite ou même n'atteindrait pas le champ de bataille à temps pour question. Cependant, alors que l'Ukraine marque défaite tactique après défaite tactique contre les forces russes et lance même des contre-attaques pour récupérer du territoire, il est devenu clair pour l'Occident que l'Ukraine a l'expertise et les chiffres pour tenir tête à la Russie assez longtemps pour que les armes lourdes aient un impact. Au début, cela signifiait fournir à l'Ukraine des systèmes de guerre froide provenant des parties non alignées ou de stock de certains membres de l'OTAN, mais maintenant, les vannes s'ouvrent de plus en plus pour l'approvisionnement en puissance de feu occidentale moderne. Les HIMARS américains, les missiles anti-navires Harpoon et les radars de contre-batterie, par exemple, ont tous causé des catastrophes à l'armée russe. Alors que d'autres nations se joignent à la fourniture d'équipements modernes à l'Ukraine, la Russie va faire face à un nombre croissant de systèmes d'armes modernes. C'est une chose à laquelle il n'est malheureusement pas préparé, à la fois parce que sa formation militaire est terriblement inadéquate pour la guerre moderne et parce que, à mesure que la guerre se prolonge, il s'appuie de plus en plus sur des systèmes d'armes de l'époque de la guerre froide qui ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les armes occidentales. Mais les nouvelles armes occidentales ne sont pas le seul problème stratégique de la Russie, car elle fait également face à une crise de morale parmi ses troupes. Alors que les pertes augmentent et que le progrès sur le champ de bataille se mesure en mètres, les troupes russes, dont beaucoup sont des conscrits, deviennent de plus en plus difficiles à gérer, parfois même au point de sédition pure et simple. Cela a forcé les officiers supérieurs aux lignes de front car leurs troupes ne sont plus dignes de confiance pour opérer sans supervision directe et immédiate et à son tour, cela a entraîné un nombre impressionnant de victimes parmi son corps d'officiers supérieurs, avec jusqu'à 14 généraux et 56 colonels tués depuis le début de la guerre. Au fur et à mesure que les échelons militaires supérieurs sont détruits, l'armée russe perd le peu d'expertise dont elle disposait au départ,
ce qui entraîne une rupture accrue du commandement et de contrôle et des performances de plus en plus déficientes. Il est difficile d'obtenir des sondages impartiaux de la Russie, car le pays a interdit presque tous les médias indépendants lorsque la guerre a commencé à empirer. Mais alors que la majorité des Russes semblent soutenir la guerre en ce moment, alors qu'elle continue de s'éterniser et que les catastrophes de l'armée s'accumulent, leur soutien ne durera qu'un temps. Vladimir Poutine devra également bientôt faire face à des milliers et des milliers d'anciens combattants de retour dont beaucoup sont blessés et mutilés, qui sont profondément mécontents de la guerre. Cela devrait ressembler à un scénario familier pour Poutine, car c'est exactement ainsi que les bolcheviks ont aidé à lancer leur propre révolution qui a vu le gouvernement impérial évincé du pouvoir. Mais s'il y a une doublure argentée dans ce scénario pour Poutine, c'est qu'il n'y a pas de puissance politique dissidente majeure en Russie. Étudiante en histoire, Poutine a purgé tous les opposants potentiels et démantelé toute opposition politique à son régime pendant plus de 2 décennies. Ce qui reste est un petit mouvement pour une véritable démocratie, mais sans leader influent pour aider à le coordonner et à attiser les flammes de la révolution. En assassinant et en emprisonnant ses opposants sans pitié, Poutine a peut-être contribué à éviter son propre renversement au pouvoir. Pourtant, la Russie reste une cocotte minute et la pression ne fait que monter. Alors même que vous regardez cet épisode, les troupes ukrainiennes sont entraînées à l'ouest pour utiliser des systèmes d'armes modernes qui leur sont fournis en nombre croissant. Les États-Unis ont même aidé à financer la formation de nouveaux soldats ukrainiens dans les pays occidentaux, où ils peuvent recevoir une formation d'experts occidentaux en toute sécurité contre les attaques russes. Alors que la guerre se prolonge, la compétence de l'Ukraine ne fait qu'augmenter, alors qu'il est évident que celle de la Russie est en déclin continu. Même ses stocks d'armes intelligentes sont presque épuisés, il ne reste que celles détenues en réserve en cas de guerre contre l'OTAN. Pour ponctuer le propos, il a été signalé que la Russie utilisait la défense aérienne S-300 en mode d'attaque au sol, un geste de pur désespoir. Si l'augmentation des pertes n'est pas suffisante pour faire s'effondrer le soutien public à la guerre, alors une défaite militaire le fera à coup sûr. L'Ukraine est actuellement incapable d'infliger une telle défaite à la Russie, mais si la guerre continue pendant des années comme beaucoup le prédisent, la probabilité d'une victoire ukrainienne devient de plus en plus grande. Si la machine de guerre de Poutine subit une défaite humiliante et un retrait forcé en Ukraine, cela signifiera la fin politique de Poutine et de son régime, et il le sait, c'est pourquoi certains craignent qu'il ne recourt aux armes de destruction massive si une telle défaite semble probable. Mais l'utilisation d'une arme nucléaire ou d'un grand nombre d'armes chimiques en Ukraine peut de toute façon signifier un effondrement du régime de Poutine. Si la Russie devait lancer une telle attaque, la nation serait complètement isolée internationalement car elle deviendrait un État paria. Aussi dommageable que les sanctions courantes, elles feront pâle figure en comparaison du prix économique et politique à payer pour l'utilisation des armes de destruction massive. En ce qui concerne les sanctions, celles-ci pourraient également ouvrir la voie à un effondrement politique du gouvernement russe. À ce jour, la Russie a vu certaines des sanctions les plus sévères imposées à une nation dans l'histoire récente, mais l'économie russe semble très bien résister à ces sanctions. En fait, en juillet, le rouble russe a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2015, lorsqu'il a atteint une parité de 52,3 contre le dollar. Cette résurgence après l'effondrement provoqué par les sanctions a en fait conduit la Banque centrale russe à essayer d'affaiblir délibérément le rouble afin de maintenir des prix compétitifs pour ses exportations. Comme l'a dit le président russe Vladimir Poutine, l'idée était claire: écraser violemment l'économie russe. Ils n'ont pas réussi. Mais est-ce vrai? Les sanctions échouent-elles et la Russie est-elle réellement florissante? La plus grande source de revenus de la Russie est ses exportations d'énergie, y compris le pétrole, le gaz et le charbon. Avec les prix du pétrole à des sommets historiques, les exportations de la Russie vers ceux-là même qui tentent de la sanctionner laissent le pays regorgeant d'argent. Au cours des 100 premiers jours de la guerre en Ukraine, la Russie a engrangé 98 milliards de dollars de revenus provenant des exportations d'énergie, dont 60 milliards de dollars provenant de l'Union européenne. La Russie engloutit l'argent au point, ce qui lui donne la capacité de soutenir artificiellement son économie. Pour l'instant, parce que l'Union européenne s'attache à limiter ses importations d'énergie russe. En 2020, l'Union européenne comptait sur la Russie pour 41% des importations de gaz et 36% des importations de pétrole. Mais ces chiffres devraient chuter de façon spectaculaire alors que le bloc a adopté en mai un ensemble de sanctions visant à réduire massivement les importations en provenance de Russie d'ici la fin de 2022. Les États-Unis aident l'Union européenne à sevrer l'énergie russe en trouvant des sources alternatives et ont même entamé le processus de lever des sanctions contre le super-État pétrolier vénézuélien pour encourager les
pourparlers diplomatiques visant à lever complètement les sanctions. Les États-Unis ont également travaillé avec les membres de l'OPEP pour augmenter la production de pétrole et à aider à réduire la pression sur l'Union européenne. Alors que le monde s'éloigne de l'énergie russe et se tourne vers des sources alternatives, y compris les énergies renouvelables, sa capacité à attirer de l'argent étranger va diminuer d'année en année. Si cette guerre dure des années, comme elle semble devoir le faire, la Russie pourrait voir une source majeure de revenus étrangers se tarir au fil des ans. Cela sera particulièrement préjudiciable à l'économie russe car les sanctions sans précédent imposées à la Russie la laissent largement incapable de faire du commerce international. Un autre élément accablant pour la Russie est le fait que son économie n'a jamais été bien diversifiée, s'appuyant sur le secteur de l'énergie pour la majorité de son PIB. La promulgation des contrôles stricts des capitaux a également contribué à limiter les dommages causés au rouble par les sanctions occidentales. En limitant la possibilité pour l'argent russe ou les réserves de change de quitter le pays, le rouble est resté artificiellement soutenu. Pourtant, il s'agit au mieux d'une mesure temporaire car elle étrangle littéralement une économie et la coupe des marchés mondiaux. Il y a aussi la question des réserves de change de la Russie qui s'élevaient à plus de 600 milliards lorsque la guerre a commencé, bien qu'environ la moitié de celle-ci ait été gelée sur des comptes à l'étranger en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Ce trésor de guerre a été constitué au fil des ans grâce à des bénéfices réalisés par le commerce de l'énergie et a été détenu en réserve stratégique pour la situation dans laquelle la Russie se trouve aujourd'hui. Maintenant, l'argent qui reste dans ces réserves aide à soutenir artificiellement l'économie et à continuer à aider à payer la guerre en Ukraine. Pourtant, ces réserves finiront par s'épuiser et quand elles le feront, la Russie se retrouvera dans une situation désespérée. Tous ces facteurs ont conduit de nombreuses personnes à qualifier le rouble de monnaie Potemkin, nommée d'après les faux villages créés pour créer une illusion de prospérité pour l'impératrice russe Catherine la Grande. Une monnaie Potemkin est une monnaie dont la valeur réelle est artificiellement soutenue et qui s'effondrera inévitablement lorsque ses supports ne seront plus disponibles. Mais la valeur du rouble n'est de toute façon pas un bon indicateur de la santé économique, car la Russie fait face à un chômage qui grimpe à 7% cette année. Avec des milliers d'entreprises internationales se retirant du pays, les investissements étrangers dans le pays ont chuté à leur niveau les plus bas depuis la fin de la guerre froide. Cela a laissé de nombreux Russes sans emploi et luttant pour en trouver un au milieu d'une économie stagnante. Le retrait des firmes multinationales a cependant des répercussions encore plus importantes car la Russie est désormais confrontée à une pénurie massive de nombreux biens et services sur lesquels repose la vie moderne. Boeing et d'autres constructeurs d'avions à réaction commerciaux comme Airbus ont cessé de fournir des pièces de rechange aux flottes aériennes du pays et annulé des contrats de maintenance. Cela conduit rapidement à un effondrement de l'industrie aérienne russe car elle est obligée de cannibaliser les avions pour les pièces afin de maintenir une flotte toujours plus réduite dans les airs. Cela crée également un énorme danger pour la sécurité qui pourrait bientôt voir les voyages aériens russes les plus dangereux au monde car non seulement ils sont coupés des pièces de rechange essentielles, mais ils n'ont pas non plus la capacité de les fabriquer eux-mêmes. L'économie peu diversifiée de la Russie est son pire ennemi, et comme la nation a été coupée des marchés internationaux pour les produits de haute technologie, elle a du mal à maintenir les outils et des équipements modernes. Nous avons déjà des rapports d'Ukraine selon lesquels les missiles russes sont équipés de microprocesseurs récupérés d'appareils civils en raison d'un embargo de Taïwan, le plus grand fabricant mondial de composantes électroniques. 2 mois seulement après le début de la guerre, la Russie a été forcée de fermer l'usine mécanique d'Ulyanovsk, une installation chargée de produire des missiles sol-air. Parce que la Russie a importé presque tous les composants électroniques nécessaires, la production s'est arrêtée à mesure que les approvisionnements s'épuisaient. Ces travailleurs avaient le choix, rentrer chez eux en congé sans solde et indéfini, ou rejoindre la guerre russe en Ukraine avec un salaire de $600 américains par mois. Ceci est généralement rapidement suivi d'une retraite permanente. C'est une histoire qui se déroule dans toute la Russie dans les secteurs militaires et civils. Nous savons que l'approvisionnement en médicaments d'origine occidentale est à des niveaux critiques et, dans certains endroits, complètement épuisé. Certaines familles russes ont été forcées d'accepter qu'il n'existe aucun traitement disponible pour des affections potentiellement mortelles en raison des sanctions. Dans l'ensemble, les prix à la consommation ont augmenté de près de 20%, l'inflation devant atteindre les 23% selon les estimations de la Banque centrale russe. Il y aura probablement une certaine stabilisation dans certains segments de l'économie russe à mesure que le choc des sanctions sera absorbé et que les marchés se réajusteront, mais l'économie russe est vouée à se contracter de manière significative. Dans l'état actuel des choses, l'économie devrait se contracter de 15% cette année
anéantissant 15 ans de croissance avec une nouvelle réduction de 3% en 2023. Elle finira par se stabiliser, mais la Russie sera sans aucun doute l'ombre de son ancien moi en conséquence. Cependant, l'un des effets les plus difficiles à mesurer à court terme est peut-être le problème démographique de la Russie. La première partie de ce problème est l'exode continu des cerveaux de la Russie, intensifié ces derniers mois par son invasion de l'Ukraine et l'exode de Russie d'intellectuels, d'artistes, de professionnels et de jeunes. À la mi-mars, environ 200 000 Russes avaient quitté le pays par crainte de représailles pour ne pas avoir soutenu la guerre ou de l'aggravation de la situation intérieure à long terme. Depuis lors, il est difficile d'obtenir un chiffre précis, mais certains estiment que jusqu'à 1 million pourraient avoir quitté le pays et l'exode se poursuit. Le problème de la Russie est que bon nombre de ceux qui fuient le régime de Poutine sont exactement les personnes sur lesquelles repose une économie moderne. Au cours du premier mois de la guerre, 50 000 à 60 000 ingénieurs informatiques professionnels ont quitté le pays et jusqu'à 100 000 ont suivi peu de temps après, selon un groupe commercial de l'industrie informatique russe. Les professionnels de l'hôtellerie, du droit, du conseil et de l'immobilier quittent également le pays en masse, provoquant une fuite de cerveaux sans précédent qui rendra de plus en plus difficile la compétitivité de l'économie russe. Et si cela ne suffisait pas, on s'attend à ce que 15 000 millionnaires quittent la Russie d'ici la fin de l'année, emportant avec eux leur capital d'investissement. Alors, le gouvernement russe va-t-il s'effondrer? C'est tout à fait possible étant donné la façon dont les dés ont été jetés jusqu'à présent. Pourtant, Vladimir Poutine a passé 2 décennies à préparer le peuple russe à une confrontation avec l'Occident et a jusqu'à présent qualifié toutes les conséquences de ses propres actions d'attaque de l'Occident contre la Russie de russophobie. En fin de compte, alors que la situation se détériore en Russie, cela pourrait ne faire que consolider sa base de pouvoir et assurer la survie de son régime. Poutine peut finir dictateur sur une nation du second monde qui est fauchée, sans pertinence internationale et politiquement isolée, mais au moins il restera au pouvoir. Allez maintenant voir ce que fera l'Ukraine après la guerre avec la Russie ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.